Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Ensemble, on tente de décrypter et de couvrir toute l'actualité économique de nos meilleurs acteurs, de la com, de la pub, de l'influence et des réseaux sociaux. Alors, Hebdocom saison 2, épisode 3, c'est parti. BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Au menu aujourd'hui, notre invitée est une experte en communication, en pub et en transformation digitale des marques. Elle a travaillé pour France Télé et pour Google chez YouTube. Et dans quelques jours, elle prend la tête de l'agence Media.Monks Paris. C'est Pauline Butor que j'accueillerai dans un instant. Comme chaque semaine, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Et puis pour terminer, notre focus de la semaine, une entreprise qui communique via un influenceur. Est-ce une stratégie réellement efficace? C'est notre décryptage et vos réponses dans un instant. Mais tout de suite, je retrouve mon invité. Pauline Butor, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdocom. J-12 avant de prendre la tête de Media.Monks Paris, la filiale française de S4 Capital, le groupe de Martin Sorel. Ça faisait 5 ans que vous étiez chez Google en charge de la pub chez YouTube. C'était un haut poste dans la plus grande plateforme de vidéo au monde. Pourquoi quitter le navire ? J'ai passé 15 ans extraordinaires chez Google en général, mais je pense que j'ai un moment où j'ai envie d'un nouveau défi et je pense que les marques sont pleines de challenges en ce moment et que rejoindre Media.Monks, c'est la possibilité de les aider encore mieux avec encore plus de leviers, de possibilités. Vous n'étiez pas assez comblé au quotidien chez YouTube ou c'est vraiment parce que vous avez une envie de nouveau ? Alors j'étais absolument comblée chez YouTube, où encore une fois j'ai passé 5 ans extraordinaires. Là c'est vraiment une rencontre avec, je pense, un modèle extrêmement pertinent et puis des hommes et des femmes qui sont des visionnaires sur leur secteur, des entrepreneurs exceptionnels que j'avais envie de rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes fait débaucher ? C'est Media.Monks qui vous a appelé ? J'ai été appelée, oui. Aujourd'hui, pour contextualiser, Media.Monks a 12 ans, est en croissance de 30%, réalisé 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 grâce à ses 120 collaborateurs. Nous avions reçu l'année dernière dans Hebdocom le président de Media.Monks, Wale Badamossi Oyekami. Il va d'ailleurs rester président à vos côtés pour les prochains mois en tout cas. Que va devenir l'agence avec vous ? Qu'est-ce que vous allez amener ? C'est quoi votre patte en fait ? Alors, ma patte, c'est 2 choses. Je pense que c'est une façon de leader les équipes. Je crois que c'est beaucoup d'optimisme. C'est de laisser la place, mais avec une vision très claire. Et puis, c'est surtout un moment où je pense on peut encore plus jouer l'intégration avec ce groupe de Martin Sorel dont vous parlez, qui est un groupe qui a pour particularité de cumuler 3 compétences qui sont clés en ce moment, qui sont la production de contenu, la data et le média, et la technologie dans un groupe international avec une structure unique et un compte d'exploitation unique qui permet de servir les clients à la fois au niveau global, au niveau régional et au niveau local. Et c'est ça que je voudrais jouer un petit peu plus en France. C'était pas déjà le cas au sein de Media.Monks ? Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ces termes qui sont un peu fourre-tout, un peu jargonneux, surtout pour nos téléspectateurs et auditeurs ? C'est pas déjà le cas au sein de Media.Monks ? La stratégie de contenu n'était pas déjà intégrée Qu'est-ce qui va être de nouveau, fondamentalement nouveau ? Alors, je pense que la stratégie de contenu et surtout de contenus digitaux, c'est ce qui a fait la force de Media.Monks Paris depuis 12 ans, depuis que Wale a créé cette structure. Là, je pense que ce qui est un petit peu moins le cas, c'est l'intégration avec d'autres compétences qui sont celles de la data et du média et de la technologie, ce qui permet vraiment pour des marques de créer à la fois, de faire de la production de contenu, mais aussi de la création de plateformes digitales, de services clients, avec l'intelligence artificielle au cœur. Et ça, je pense que c'est ça qui change la donne actuellement et qui rend cette intégration des 3 compétences non plus une source d'optimisation, mais vraiment quelque chose d'indispensable pour que les marques puissent produire des expériences encore meilleures aujourd'hui. Racontez-nous justement comment vous allez utiliser de façon opérationnelle cette intelligence artificielle dont on parle quotidiennement sur BFM Business. Est-ce que vous allez aussi utiliser l'intelligence artificielle générative ? Comment ça va s'opérer ? Alors tout à fait. Alors l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, c'est une opportunité à tous les stades de la création, de la rédaction des briefs jusqu'à l'inspiration et à la production de contenu. Là, ce qui est intéressant vraiment, et ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Media.Monks, c'est que c'est un groupe qui est pionnier, qui travaille depuis plus de 7 ans sur l'intelligence artificielle, avec des études qui font de la recherche. Ils font aussi de la création de produits. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, ils ont créé un Monk GPT, qui est un chat GPT interne qui permet de respecter les standards de vie privée et de sécurité de l'entreprise
l'entreprise. C'est intéressant quand on voit que ChatGPT, c'est une de ce qu'on appelle les shadow IT les plus téléchargés par les collaborateurs. Donc c'est ce qu'on n'a pas le droit, d'après la direction et l'IT, d'avoir sur son ordinateur qui est téléchargé. Là, ça permet de le faire en respectant les standards de l'entreprise. Et on vient d'annoncer la création d'un nouveau système de broadcast, donc de production audiovisuelle, qui est basé sur du software, ce qui permet de réduire les coûts, d'avoir moins d'équipes sur place, de réduire les émissions carbone, et qui permet des nouveaux produits. On vient d'en créer un qui s'appelle AI Focused, Fan Focused Highlights, et qui va permettre d'aller chercher vraiment les temps forts qui résonnent avec le centre d'intérêt d'une audience. Donc si on prend un match de foot par exemple, d'aller regarder les actions qui sont générées par le joueur que vous préférez, et d'aller isoler ces actions-là sans aucune action manuelle, et de les diffuser sur tous les canaux grâce au machine learning, donc à l'apprentissage automatique. Donc c'est ce genre de nouveautés qui ont beaucoup de traction avec les clients et que je voudrais développer aussi un petit peu plus en France. Donc pour l'interne majoritairement, pour la récolte de data aussi, est-ce que vous auriez un exemple concret pour un de vos clients, parce que vous avez quand même des clients très majestueux, Netflix, Google, BMW. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple de création à travers l'intelligence artificielle qui pourrait exister Oui, tout à fait. Vous citez BMW. Donc pour eux, on a créé à l'occasion du festival de musique électronique Tomorrowland une application qui permettait de générer pour chaque utilisateur de la musique basée sur l'intelligence artificielle avec les artistes qui participaient justement à ce festival. Donc créer de la musique et la partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà un exemple récent. J'aimerais avoir votre point de vue sur un fait d'actualité très fort dans notre domaine. Ça s'est passé il y a quelques jours à peine. Onclusive, c'est une entreprise de veille médiatique, de communication et de relations publiques basée dans les Hauts-de-Seine. Et cette entreprise a annoncé un plan social et va se séparer de 217 de ses collaborateurs qui vont être remplacés par une intelligence artificielle justement. En toute honnêteté, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un jour arriver dans une agence comme Media.Monks, par exemple? Alors, j'ai vu ces nouvelles. Je pense que pour l'instant, chez Media.Monks, c'est plutôt une opportunité et de la création de nouveaux emplois que de la réduction, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui créent des nouveaux produits. Il y a besoin d'énormément de conseils et de pédagogie pour les clients qui ne savent pas encore comment s'emparer de ces nouvelles technologies qui bougent énormément. Donc, je le vois pour l'instant comme une opportunité. Après, ça va évidemment permettre plus de productivité, de réduire les coûts. Donc, je vous dirai une fois que j'aurai pris mon poste, mais il va y avoir plein de challenge, ça va être de nouvelles façons de travailler. Je ne sais pas encore ce que ça va donner exactement pour Media.Monks. D'un point de vue, si on dézoome un petit peu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour la profession quand on voit cette actualité-là, par exemple? Alors, moi, je pense que c'est vraiment des possibilités. Ça augmente les équipes, donc ça va permettre aussi de créer plus de valeur, de se concentrer plus sur le storytelling, de se concentrer plus sur la réalisation. Donc je le vois comme une opportunité et ça va permettre par contre, d'éradiquer toutes les tâches les plus fastidieuses. Donc il y aura peut-être moins de temps de travail, mais sur du temps de travail, il y a plus de valeur ajoutée. Donc de la création de l'emploi. Exactement. Donc parmi vos plus gros clients, je le disais, Netflix, Google, L'Oréal, France, Disney aussi, BMW. Vous dites aussi vouloir vous engager sur les grands chantiers de la ACC, donc c'est le syndicat des agences de com, notamment celui de la valeur business et de la créativité. Comment vous allez vous y prendre, encore une fois? Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ces termes? Alors, je dois rencontrer bientôt la ACC pour voir quels sont les différents chantiers. Il y en a beaucoup qui m'intéressent. Donc, il y a un article qui a repris la question de la valeur, mais il y a également celui du développement durable qui est absolument clé. Et je pense qu'on n'arrivera pas à le traiter sans travailler avec toute l'industrie. Celui de la diversité. Il y a toutes les questions qui sont très importantes dans les agences aussi, de bien-être au travail, de pouvoir s'épanouir dans ces métiers-là. Donc, je verrai avec la ACC ceux sur lesquels je peux le plus me... Vous étiez d'ailleurs chez Google en charge de Women at Google. Ouais. C'était une entité qui développait la diversité dans la tech et notamment des femmes. Comment vous allez pérenniser ces valeurs-là chez Media.Monks dans votre première année là, de 2024? Alors si je rejoins Media.Monks, c'est parce que c'est un groupe pour lequel ces valeurs-là sont clés et extrêmement importantes. La diversité avec le premier objectif qui est d'avoir des équipes qui ressemblent dans chaque pays où elle est implantée, qui ressemblent à la population où elle est implantée. J'étais très impliquée sur ces questions-là dans la tech parce que la tech, ça dessine le monde de demain. Donc évidemment, on a envie qu'il soit dessiné par les équipes les plus diverses, des hommes et des femmes, et aussi plein d'autres formes de diversité. Dans la communication, c'est extrêmement important aussi parce que ça représente le monde, donc on a envie que ça représente le monde tel qu'il est. Donc la première chose, c'est de m'assurer que les équipes représentent en effet la société dans laquelle on vit. Ça sera la première chose. Pour terminer cette interview, je vais vous faire un petit questionnaire en rafale. Question courte, réponse courte. Très bien. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il?
Alors en rafale, c'est amusant parce que quand j'étais étudiante, les 3 métiers que je voulais faire, c'était soit planeur strat, soit directrice de la communication, soit réalisatrice de documentaires. Et là, avec ce c'est pas rôle, vraiment notre métier, ouais. Là, exactement. Donc Là, c'est un peu, j'ai l'impression de pouvoir faire les 3 avec Mediamonks. Et si je devais complètement changer, ce serait plutôt soit fleuriste, soit galeriste, soit urbaniste, parce qu'il y a une petite rime en ist. Non, mais c'est des métiers où on est dans le beau. C'est des métiers qui sont aussi en transformation, qui ont besoin de se transformer, et c'est ça qui m'intéresse. Votre réseau social préféré? YouTube. Votre youtubeur préféré? Hugo Décrypte, qui a fait une magnifique interview d'Emmanuel Macron. Télé traditionnelle ou plateforme? Je pense que la vie est une hybridation des deux, c'est ce qui va se passer en ce moment. Donc plus que le contenant, c'est vraiment le contenu qui m'intéresse. Et donc c'est plutôt les types d'émissions, les types de productions que je vais aller chercher. Mais quotidiennement, là où elles sont. Où est-ce que vous... Tout est digital chez moi et voilà, et passe par Internet. Martin Sorel en 3 mots? Impressionnant, visionnaire et analytique. Team iPhone ou team Samsung? Type Pixel. Pour ou contre la semaine de 4 jours? Alors plutôt pour, mais il faudrait voir ce que ça représente comme implication. Enfin, j'aime bien l'idée. Après, impossible de vous dire ce que ça veut dire pour des équipes et une entreprise pour l'instant. Vous préféreriez travailler pour Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Je ne sais pas si je répondrai à cette question compliquée. Je trouve que le niveau d'innovation d'Elon Musk est absolument impressionnant. J'aimerais pas travailler chez X actuellement. Et est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Peut-être qu'on a beaucoup parlé de technique, d'innovation, etc., mais peut-être moins de la façon dont on avait envie de faire les choses en ce moment. Et je pense qu'on vit beaucoup de crises et qu'on doit essayer de faire les choses autrement. C'est pour ça aussi que je rejoins Mediamonks. Je pense que c'est un groupe qui est très ambitieux, qui est vertueux, qui veut faire les choses autrement. Et en termes de valeurs, je pense que dans ce monde d'intelligence artificielle et de crise, il faut qu'on fasse les choses avec énormément de responsabilité, mais aussi avec de la légèreté, aussi avec de l'humour, aussi avec de la prise de recul, en vivant nos émotions, et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma prise de fonction. Très très bonne continuation. Merci Pauline Butor d'avoir été avec nous dans Hebdocom. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business. Les géants de la pub mis à l'index. Cette semaine, un rapport des activistes du climat Clean Creatives dénonce et dénombre les contrats qui lient les agences aux entreprises polluantes dans la pub et les relations publiques. Près de 300 agences dans le monde, dont de nombreuses agences des 6 grandes majors sont concernées. WPP arrive en tête de ce classement avec 55 contrats devant Omnicom, Interpublic puis Publicis qui a noué 11 contrats avec des groupes d'hydrocarbures. Havas et Dentsu ferment la marche. Ils comptent chacun 5 contrats avec des entreprises polluantes. Clean Creatives a profité de la semaine du climat à New York pour communiquer avec une campagne d'affichage qui cherche à interpeller les salariés des agences de com sur ces liens entre leurs employeurs et les industries polluantes. Les activistes estiment que les efforts des groupes de pub pour réduire leurs émissions ne valent pas grand-chose et sont même une distraction tant que ces entreprises continuent de faire la promotion des hydrocarbures pour le compte de leurs clients. Clean Creatives plaide pour que les majors calculent l'impact carbone de leur campagne au service des entreprises polluantes. Plus de 700 agences ont en tout cas déjà signé l'appel lancé fin 2020 par ce collectif pour arrêter de nouer des contrats avec les compagnies gazières et pétrolières. L'impact de la grève à Hollywood sur le secteur de la pub aux États-Unis commence à se dessiner. Les grands networks ont tous dévoilé désormais leur grille d'automne avec très peu de nouveautés à l'antenne. 14% de séries fraîches dans la grille de CBS par exemple, contre plus de 70% habituellement. Rediff, jeux, télé-réalité vont venir combler le vide. Magna, qui vient de réactualiser ses prévisions pour le marché publicitaire, anticipe une baisse de 0,7% des revenus de la pub télé l'an prochain aux États-Unis, et cela malgré les Jeux Olympiques. Enfin Google, qui fait la plus grosse mise à jour de Bard depuis son lancement il y a 6 mois. Désormais disponible en français, l'IA générative du géant américain peut maintenant accéder aux emails, au drive de l'utilisateur ainsi qu'à YouTube et aux outils de réservation d'avions ou d'hôtels de Google. De quoi accélérer l'adoption et la monétisation de cette IA essentielle au maintien du leadership du moteur de recherche. Hebdocom, ça continue sur BFM Business et notre focus du jour, une entreprise qui communique via un influenceur, est-ce une stratégie efficace? C'est notre question du jour et pour en parler, j'accueille mes 2 expertes. Sixtine Moulet-Berthaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, tu es la fondatrice du média Le Crayon et à tes côtés Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour.
Merci d'être encore avec nous cette semaine. Tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconic. Alors, si on regarde les résultats de notre sondage, c'est plutôt partagé, mais on se dirige plus vers un non, à 60%. Pour notre communauté, la communication via un influenceur ne serait pas si efficace que ça. Voilà. Première question à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Moi, personnellement, j'ai été très surprise. Sixtine. Moi, ça ne m'a pas tellement surprise parce qu'à mon avis, la population qui regarde BFM n'est pas tellement jeune, ne fait pas partie de la Gen Z. Et justement, cette campagne était à destination de cette génération-là. Ouigo est une compagnie de train qui ne coûte pas très cher. Donc justement, l'une de leurs cibles principales sont les jeunes. Et qui de mieux que représenter cette marque par l'un des influenceurs les plus suivis justement par cette génération, les plus adorés, qui est Michou. Donc moi, justement, je pense que cette stratégie était une très très bonne idée de leur part. Marie-Virginie. Je rejoins ce que dit Sixtine. Je trouve que c'était une bonne idée, notamment en matière de business. Ça intervient juste après une campagne très réussie de vente de 100 000 tickets à 10 € qui avait déjà bien pris. Il y a quand même un sujet de recréer un capital sympathie pour Ouigo, parce qu'on a quand même vu beaucoup ces derniers mois de trains qui ne partaient pas, de retard de train, et vraiment beaucoup d'agacement. Et effectivement, pour la cible des jeunes, c'est le bon procédé. Je comprends néanmoins les 60% de nos votants qui n'ont pas aimé la campagne pour deux raisons principales. Un, et c'est suffisamment rare pour être souligné, une entreprise de service public franchit le pas de faire appel à un influenceur. Donc c'est quand même quelque chose qui peut heurter certaines personnes qui regardent et qui sont au courant de cette campagne. Pourquoi ? Ça peut heurter parce qu'il y a quand même une partie d'argent qui est public. Donc l'argent public, est-ce qu'il est fait pour... en partie, parce que c'est une entreprise de service public, donc c'est un montage. Mais est-ce que cet argent, c'est aussi un peu celui des Français? Donc est-ce que c'est bien de le mettre à destination d'un influenceur dont le métier est encore pas tout à fait bordé? On ne connaît pas encore très bien les règles qui l'entourent. Et puis le deuxième source de mécontentement, c'est qu'il y a un décalage très fort entre l'ambition affichée par SNCF qui est de promouvoir les modes de transport plus verts et plus green et la réalisation de la vidéo dans laquelle ce sujet de l'environnement est très peu présent. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que la vidéo, je pense, aurait pu être un peu plus adéquate à ce sujet-là. C'est vrai que dès le début de la vidéo, il dit que enfin Ouigo commence à trouver des transports un peu plus écolos. Et c'est vrai que dans la vidéo, c'est pas quelque chose qui est énormément mis en avant, alors que c'est vrai que c'est l'un des sujets majeurs aussi près de la génération Z, l'écologie. Après, il faut aussi en avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs comprennent mieux les enjeux du marketing et de communication que de beaucoup de boîtes traditionnelles et même de grands groupes marketing qui sont là depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on leur demande vraiment de comprendre leur travail? C'est plutôt d'exécuter ce que les entreprises leur demandent. Oui, mais pour ça et pour bien le faire, il faut qu'ils le comprennent. Et en fait, aujourd'hui, il y a même beaucoup de campagnes qui ne se passent que par des influenceurs et plus du tout par des boîtes traditionnelles, parce qu'en fait, ils touchent 10 fois mieux la cible qu'ils souhaitent toucher. On va y venir. En quelques chiffres, juste pour contextualiser, dans le monde, on estime que cette année, 32,5 milliards de dollars devraient être investis dans le secteur, soit 18% de plus qu'en 2022. Marie-Virginie, pourquoi autant et jusqu'à quand et où ces investissements vont-ils monter ? Et en plus, je crois que les 32,5, c'est juste pour rémunérer les influenceurs. C'est même pas le marché économique que ça représente. Donc c'est énorme. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres là de nos rapports aux écrans. Et en 2 mots, aujourd'hui, un jeune au sens large, donc un jeune qui va jusqu'à 40 ans, il regarde très large. Il regarde à peu près 1h45 par jour les réseaux sociaux. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est toute une catégorie de population qui délaisse les médias traditionnels. Franchement, je suis pas sûre qu'ils regardent. Enfin, la télé regarde de moins en moins et très peu pour aller vers c'est plus du tout des nouveaux médias, mais vers ces médias, à commencer par YouTube et Instagram. Donc, à mon avis, c'est une tendance qui va ne faire que croître et augmenter. Et la preuve, c'est justement cette campagne Ouigo avec un acteur du service public qui s'en empare. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron, au moment où il avait fait sa campagne avec McFly et Carlito, qui avait suscité aussi
énormément de discussions, énormément d'émoi, et tout ce qui se passe dans le monde politique ruisselle, évidemment. Et donc je pense qu'on n'est qu'au début d'un mouvement qui va changer très fortement. Parce qu'on voit que ça touche nos pratiques. Quasiment maintenant tous les secteurs, le service public, la politique. Et habituellement, les principaux secteurs qui font appel à ces influenceurs aujourd'hui, donc c'est l'habillement, à commencer par Zara, H&M qui le font énormément, la cosmétique, le sport et les vêtements de sport, Nike, etc. Mais il y a aussi donc ça, ils font appel à des méga influenceurs, ils ont des stratégies d'influence de masse, mais il y a aussi plein de plus petites structures qui font des stratégies de micro-influence, qui d'ailleurs je trouve très intéressante. On va y venir d'ailleurs. Parmi les commentaires du sondage, on a eu Arnaud qui a souligné un point essentiel. Il a dit il faut s'associer avec des influenceurs, mais il est maintenant intéressant de s'intéresser aux micro-influenceurs, choix parfois plus pertinents en matière d'engagement. Sixtine, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que l'auto-engagement, à quel point c'est important aujourd'hui comme donnée, et est-ce qu'on peut dire qu'il est presque l'équivalent d'une mesure de retour sur investissement pour une marque? Alors, le taux d'engagement, c'est le ratio entre le nombre d'abonnés de cet influenceur et son engagement par rapport à son reach, c'est-à-dire soit le nombre de likes ou le nombre de vues que celui-ci fait sur la plateforme, ça peut être Instagram, TikTok, qu'importe. Et c'est vrai que les micro-influenceurs, parfois, sont beaucoup plus pertinents parce que s'ils sont dans une niche spécifique, mettons le sport, et que, j'ai n'importe quoi, Keepcool, une marque de sport, veut les mettre en avant, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de payer moins cher un micro-influenceur, mais qui va toucher beaucoup plus d'audience, donc qui va avoir intéressé. Un taux d'engagement plus élevé, ou en tout cas pas forcément plus élevé, mais beaucoup plus ciblé. Donc il y aura beaucoup plus de conversion après vers, mettons, la salle de sport en question, que quelqu'un qui, mettons, est un influenceur lifestyle, qui a certes beaucoup plus d'abonnés, mais qui va coûter plus cher, qui peut-être ramènera beaucoup moins de clients après, parce que ce n'est pas forcément niché dans la catégorie du sport. Donc le meilleur choix que peut faire une marque, est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que on se dirige vers les micro-influenceurs, ou est-ce que la marque doit s'adapter en fonction de son secteur? Ça dépend des marques. Et pour aller dans le sens de ce que dit Sixtine, en fait, grâce à cette nouvelle stratégie des influenceurs, le consommateur de médias passe d'une publicité subie à une publicité choisie, parce que c'est lui-même qui fait la démarche d'aller s'abonner à un influenceur dont il connaît les valeurs, dont il connaît les engagements, et donc il accepte par ce geste même de voir les partenariats auxquels l'influenceur a pressenti. Moi, je pense que ça dépend vraiment. Il y a deux stratégies. Les grandes marques les plus connues, c'est vrai qu'elles ont tendance à faire de la masse influence. Moi, j'ai regardé la campagne de Michel et Augustin récente, là, qui avait été assez bien réussie. Et là, c'était que de la micro-influence. Ils ont envoyé à plus de 1000 influenceurs très locaux un petit coffre dans lequel il y avait leurs nouveaux produits. Et donc, pour ouvrir le coffre, il y avait un code secret. Donc, il a fallu que tous les abonnés l'aident à ouvrir le code secret, ce qui, je pense, crée pas mal d'engagement. Donc je pense que pour les petites marques, la micro-influence, c'est peut-être plus efficace que la masse influence, que de toute façon, elle ne pourrait pas s'offrir, je crois. Je suis bien d'accord, et même comme un réseau social comme LinkedIn, aujourd'hui fait de plus en plus de campagnes d'influence avec justement des créateurs qui n'ont pas des millions d'abonnés, parce que sur LinkedIn, ça n'existe pas, en tout cas en France, d'avoir des millions d'abonnés, et qui ont des résultats justement incroyables parce que c'est très niche, c'est des cibles bien spécifiques, donc bien amenées, qui coûtent moins cher que sur les autres réseaux sociaux parce que forcément, il y a moins d'audience. Et encore une fois, les micro-influenceurs peuvent être très très utiles dans ce genre de cas. Plus généralement, quelles conséquences va avoir la loi qui a été adoptée au Parlement sur l'encadrement des influenceurs qui est mise en vigueur depuis le mois de juin? Quelles conséquences ça va avoir sur le marché de l'influence, à toutes les deux? Moi, je pense que ça va réduire les influenceurs qui mettaient en avant tout et n'importe quoi parce qu'ils vont avoir peur justement que leur communauté ne les suive plus, même s'ils affichent. Aujourd'hui, justement, la nouvelle loi, pour le rappeler rapidement, tu es obligé d'afficher quand tu es dans une collaboration rémunérée ouvertement à ton public. Là où avant, tu n'avais pas besoin de l'afficher, ce qui parfois pouvait créer un petit quiproquo et c'était plus facile pour les influenceurs de mettre en avant des placements de produits. Aujourd'hui, comme tu es obligé de l'afficher, ça veut dire que tu affiches vraiment, on va dire doublement par rapport à avant, le fait que tu collabores avec cette marque. Donc les influenceurs font également eux aussi beaucoup plus attention qu'avant avec quelle marque ils s'affilient. Donc c'est là aussi où le challenge fait qu'il y a moins d'escroqueries, il y aura moins de fausses marques, de dropshipping, etc. Ce qui était d'ailleurs l'objectif du gouvernement,
pour l'instant, les influenceurs qui ne respectent pas la loi se prennent souvent des grosses amendes et doivent afficher tout en haut, en tout cas en épinglé de leur profil, une sorte de petite photo que le gouvernement avait imposé d'afficher quand ils n'avaient pas respecté la loi là-dessus, pendant un temps évidemment défini. Mais tout ça que maintenant c'est beaucoup plus contrôlé. Je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne chose pour éviter d'arnaquer les... Donc c'est une bonne chose. Des grosses sanctions qui sont mises en place, est-ce que ça peut avoir un impact négatif selon toi, Marie-Virginie ? Moi je pense que ça va professionnaliser ce métier qui est un nouveau métier. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, on ne parlait même pas de métier il y a encore quelques années. On était influenceur par hobby, mais pas par métier. Donc ça va le professionnaliser. Je crois même qu'ils doivent déclarer tout ce qu'ils perçoivent en cadeau de la part des marques dès le premier euro. Donc ça aussi, ça va quand même changer. Donc ça va professionnaliser. Moi, je pense que ça va poser une question importante pour les influenceurs eux-mêmes. C'est celui de la sincérité. C'est-à-dire qu'ils vont devoir réfléchir vraiment très fortement avant de s'engager avec des marques sur la sincérité que ça évoquera auprès de leurs abonnés. Et c'est peut-être là la limite que je trouve de cette campagne WeGo, c'est que quand on regarde, donc c'est un commentaire d'une de nos votantes, quand on regarde, donc moi j'ai regardé vraiment toute la vidéo et honnêtement j'ai très peu entendu parler d'environnement, alors que beaucoup dans la campagne affichée. Et par ailleurs, quand on regarde sur le compte Instagram de Michou, c'est vrai qu'on se demande si réellement il aura un comportement responsable en matière de transport sur le long terme, parce qu'il a fait beaucoup de voyages dans plein d'îles du monde. Et voilà, il faut une cohérence. Ça va être très important, y compris pour lui, pour son business, parce que sinon il va perdre des abonnés, donc il va perdre de sa valeur. Et je pense aussi que la plus grande crainte des influenceurs aujourd'hui, c'est que ça s'arrête. Qu'Instagram impose de nouvelles normes, de nouvelles règles. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'Instagrammeurs retourner vers YouTube, parce qu'on ne peut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Ouais, je pense que ça va créer beaucoup de changements. Non, je suis bien d'accord. Après, aussi, il y a un paradigme qui a pas mal changé, c'est que maintenant, les marques doivent aussi réussir à vraiment bien convaincre les influenceurs de travailler avec eux. C'est plus, tiens, je travaille avec toi, et l'influenceur est hyper content, comme si c'était incroyable, c'était un honneur. Mais pour les convaincre, il faut juste payer le prix, non ? Bah non, pas forcément, justement, parce que certains, voilà, je pense que là, typiquement, ils ont pris Michou. Ça se trouve, avant, ils avaient proposé à des créateurs de contenu peut-être autant connus, qui étaient peut-être plus axés sur la cause écologique, et qui peut-être, eux, se sont dit, bah non, on va pas s'affilier avec WeGo, ils sont pas assez écolos pour nous, on va se faire taper sur les doigts par notre communauté. Enfin, ça se trouve, moi, c'est une hypothèse que j'aimais, donc ils se sont dit, bah, Michou a dit oui, il peut quand même réussir à se rapprocher un petit peu de ça peut être parfait. Donc il y a aussi ce biais-là qu'il faut penser, c'est que les marques doivent aussi convaincre, il n'y a pas que le prix, et donc ça crée toute une complexité quand tu veux faire des campagnes. Mais du coup, un cercle plutôt vertueux, c'est-à-dire que les entreprises, si elles veulent avoir accès aux influenceurs les plus percutants pour elles vont devoir montrer aussi, donner des gages d'engagement. Donc ça, moi, je pense que c'est un cercle très vertueux. On suivra ça tout au long de l'année dans Hebdocom. Merci à toutes les deux d'avoir été avec moi, Marie-Virginie et Sixtine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et évidemment en replay, en podcast et partout sur l'appli de BFM Business. Et comme chaque semaine, on termine cette émission par notre campagne chouchou, par notre campagne préférée, choisie et présentée au dernier jury créatif du Hit Parade. Pour connaître le nombre d'étoiles qu'elle a décroché, je vous donne rendez-vous dans le magazine CB News du mois prochain. Il s'agit du nouveau film pour Handicap International. Il s'appelle After News. Il a été réalisé avec l'agence Strike et il est signé Jérôme Gonfon et Rémi Lascaux à la création. Très bon week-end sur BFM Business. It was around 7 a.m. when the residents were woken by the air raid sirens. 根据当地政府初步统计，截至目前为止，已经有32。风超大的，你看声音没有问题吧On aimerait tous que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas parce que les infos se terminent que les crises ne sont plus d'actualité. C'est pour cela que depuis 40 ans, et tant qu'il le faudra, Handicap International agit sans relâche pour que les personnes les plus vulnérables ne soient jamais laissées pour compte.